Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis aujourd'hui accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Mais aussi d'Hugo Luret. Bonjour Hugo. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Yoanna Vod. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de films, notamment d'avant-garde. Vous êtes musicienne, poète, photographe et théoricienne du cinéma. Vos œuvres sont projetées dans les musées et festivals du monde entier, ainsi qu'à la télévision pour l'émission Blow Up de la chaîne Arte. Vous avez participé au début de l'association Etna en 1997, un atelier de cinéma expérimental. En 2016, la SCAM, Société des auteurs multimédia, vous a attribué le prix Label Image pour le caractère innovant de vos travaux. À ce titre, vous avez été mentionné comme alchimiste de l'image. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette mention ? Oui. Et si oui, quelle serait votre définition d'alchimiste de l'image ? Oh là là. Eh bien, enfin, ma définition en tout cas de mon rapport aux images, je dirais que ce serait toujours en constante transformation, évolution, questionnement et création forcément. Donc toujours essayer d'extraire effectivement le subtil de la matière, on va dire. Et est-ce qu'on pourrait vous caractériser par un métier comme réalisatrice ou vidéaste ? Pour l'instant, on ne peut pas me mettre dans une case parce que déjà, vous savez que le cinéma, chacun a un poste prédéfini. Moi, je suis à tous les postes. Soit je filme, soit je ne filme pas. Je n'ai pas une ligne de conduite déterminée. Je peux tout à fait changer de technique aussi. Si vous avez vu mes premiers films, ils sont quand même assez éloignés dans la forme, peut-être pas dans le fond de ma pratique, mais du moins dans la forme, par exemple, à ce que je fais pour Blow Up aujourd'hui ou ce que j'ai pu faire pour la société Sacre Bleu Productions, un film uniquement modélisé en 3D. Enfin voilà, donc je peux changer d'apparence, mais je reste toujours la même au fond, on va dire. D'accord, très bien. Maxime, c'est à toi. On va parler de Blow Up. En tant que réalisatrice, donc vous participez à l'émission Blow Up diffusée sur Arte. Blow Up, c'est un magazine vidéo pour découvrir le cinéma autrement. Cette collaboration a débuté en 2011 avec la diffusion de UFO Dream et dure encore aujourd'hui. Vous effectuez un travail de remontage de plusieurs extraits de films donc pour proposer une vision et une nouvelle lecture de ces formes. Comment, pour vous, a débuté cette collaboration ? Très simplement, ils m'ont téléphoné. Enfin, c'est Luc Lagier surtout, qui est lui l'initiateur de Blow Up, voilà, qui fait régulièrement des vidéos dessus, qui m'a contacté tout simplement, qui m'a parlé de cette émission et qui m'a demandé si je serais intéressée de faire des cartes blanches. Alors forcément, oui, je veux dire, carte blanche, je ne pouvais pas refuser. Voilà, il fallait juste que je m'adapte. Enfin, ça a été très facile pour moi de m'adapter au webzine, en fait, qui est dédié à l'actualité du cinéma. Enfin, l'actualité, ou presque, entre parenthèses. Donc voilà, enfin, du moins qui parle de cinéma, mais à travers le cinéma, on peut aussi parler de plein d'autres choses. Ce sont avant tout des hommages à des réalisateurs, à des films, oui. Ou parfois à des thématiques assez éclectiques, comme le voyage dans le temps ou encore la boxe. Oui. Quel est votre processus de création du début où vous avez l'idée jusqu'à la diffusion de ces films ? Eh bien, le processus, c'est d'abord un thème qui me motive, un sujet que j'ai envie d'aborder. Ou même, parfois, c'est eux qui me donnent des sujets, mais tous les sujets qu'ils ont pu me proposer, j'aurais pu en refuser, mais ils m'ont toujours stimulée. Donc, je dégage une idée, je vois qu'est-ce que je pourrais faire de cette matière. Et en général, j'imagine le film dans ma tête. Donc, je vois l'intention, je vois aussi les émotions que je veux faire passer, les réflexions. Et j'entends avec ça la musique. Donc, ensuite, la première chose que je concrétise, en fait, c'est vraiment la bande sonore. Mais quand je la fais, je vois déjà les images. Donc, en fait, c'est très, très imbriqué. Mais je passe avant tout par cette musique, oui. Et ensuite les images viennent s'accoupler. Mais c'est deux choses qui fusionnent vraiment dans ma tête. Si je pouvais faire peut-être les deux en même temps, mais c'est pas vraiment possible. J'essaierai, mais voilà. Mais du coup, je fais dans cet ordre-là. Ce qui n'est pas classique, c'est vrai au cinéma, puisqu'on commence toujours par les images, et ensuite on pose une musique. Ensuite, on compose à l'image. Voilà. Et par exemple, pour un film comme Tree of Life, vous avez fait un remontage du film en quelques minutes. Est-ce que vous êtes aussi parti de votre musique
Oui, j'ai fait la bande sonore avant, mais sachant que je voulais évoquer cet univers de nature et d'ascension. Donc voilà, et d'une vision très intériorisée. Donc vous avez déjà vu le film avant et à partir de Oui. la vision du film, vous Ah, avez mais je vois recréé... toujours les films avant. Oui, oui, heureusement. Oui, je m'imagine pas le film. Oui, oui, j'ai regardé le film et à partir de là, j'ai imaginé qu'est-ce que une revisite et qu'est-ce que moi aussi je pouvais traduire à nouveau avec cette matière-là. Du coup, vous le Qu'est-ce que faites je peux dire? vraiment en 3 étapes. Vous partez du film pour faire une musique, pour remonter ce même Ouais. film. En fait, après, mes vidéos pour Blow Up vont pas toujours être les mêmes. C'est-à-dire, si on me demande de faire un hommage à Michael Cimino, je vais vraiment aussi mettre en valeur le cinéaste dont je vais parler. Mais par exemple, pour UFO Dreams, comme on évoquait tout à l'heure, là, je vais vraiment partir dans un trip très personnel tout en parlant du cinéma. Mais ça va être toujours des exercices différents. J'aborde jamais la matière de la même façon. Pour Tree of Life, j'avais envie de faire cet exercice déjà qui n'est pas évident sur un seul film. Sur ce film, on retient surtout les acteurs et je me suis dit, si finalement j'épurais le film, j'enlevais tous ces acteurs qu'on a vus, même si j'adore avec les acteurs, c'était pas du tout une contre-réaction au film. Mais comment je ferais juste avec les images qu'il a pu mettre de nature, d'évocation comme ça, plus intérieure. Quelle serait ma version à moi et de placer le spectateur directement avec cette vision, sans passer par une histoire. Et un peu plus concrètement, à partir de quel support de film vous travaillez? Vous avez accès à des pellicules? Vous avez tous les films en format numérique? Non, on fait ça en numérique. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus facile, plus simple, de plus accessible, parce que la pellicule, vous imaginez, c'est plus compliqué. Et vous arrivez à trouver tous les films que vous voulez? Oui, aujourd'hui, on trouve de plus en plus facilement. Vous savez, vous avez accès au DVD et puis aussi ils ont une banque d'images également à Blow Up. Blow Up vous accorde une carte blanche pour la création. Est-ce que vous imposez aussi des contraintes lors de vos remontages? Oui, je viens d'en parler. Par exemple, pour Tree of Life, la contrainte, c'était de ne pas faire venir les acteurs dans les images, de ne pas les évoquer, par exemple. Mais après, oui, en fait, on a toujours des contraintes. Ça n'existe pas de faire quelque chose sans contrainte. Même si on a une carte blanche, on a toujours des contraintes. Voilà, la contrainte pour moi, c'est d'utiliser uniquement les images de cinéma, par exemple. Là, c'est déjà une première contrainte. Vous voyez, si j'ai fait d'autres films avant que vous avez pu voir, L'œil sauvage ou Notre Icare, j'ai filmé, quand j'ai pu le faire, j'ai filmé moi-même les images. Là, c'est un exercice déjà où j'ai cette contrainte déjà qui est là. Donc comment faire avec? Et c'est pas évident parce que ces images, elles ont été tournées par quelqu'un d'autre. Donc comment se les réapproprier et comment en faire quelque chose de personnel, tout en parfois aussi en honorant l'artiste qui est à l'origine de ces images. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à modifier ces images? Par exemple, sur les teintes, les couleurs, la texture? Oui, je l'ai fait pour UFO Dreams ou I Turn Home, l'hommage à Kubrick, ou l'introduction de mon hommage à Scarlett Johansson, où je joue sur son visage comme avec une peinture organique qui caresse son visage. Oui, parfois je transforme les images, mais voilà, c'est vrai que j'avais l'habitude de transformer les images d'une façon générale dans mon travail, et à un moment donné, je me suis dit, et c'est la carte blanche on m'a demandé de choisir un acteur, j'avais choisi DiCaprio, je voulais lui rendre hommage, et là je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de le transformer à l'image, donc je vais me donner cette contrainte, c'est de ne pas la toucher pratiquement, de ne plus, et de voir est-ce qu'avec une image brute, est-ce que j'arriverai encore à donner une vision personnelle? Et ça, c'est encore une étape, un exercice plus difficile, je trouve, que quand je transforme les images où j'arrive encore mieux à me les réapproprier. Enfin, c'est plus facile, on va dire, entre guillemets. Je dis pas que ça va être réussi si vous transformez les images, mais j'ai eu envie du coup de faire aussi cet exercice avec des images brutes et un pur montage. Surtout que pour l'émission Blow Up, comme c'est une émission en ligne sur le web, vous voyez, l'écran est plus petit. Donc on n'a pas la même dimension des images colorées et transformées, je trouve, que sur grand écran.
Donc aussi les visionnautes doivent aussi reconnaître un petit peu la source. Donc je trouvais que là, je pouvais mieux m'adapter aussi au public qui regarde. Une question qu'on voulait vous poser concerne les droits d'auteur. Oui. Comment ça se passe dans la gestion des droits d'auteur ? Bon, d'une part, c'est pas moi qui m'en occupe. Hein, c'est Arte et Caméra Lucida, voilà, production. Ensuite, on est sur le web. Donc, c'est un autre droit que dans d'autres systèmes de diffusion. Voilà, si vous faites de la publicité, que vous empruntez une image de film, je pense que c'est pas du tout les mêmes rapports. Là, c'est un accès gratuit. Enfin, c'est une culture totalement gratuite sur Internet. Donc, bon, enfin, il y en a plein sur YouTube, hein, des mash-uppers. Enfin, voilà, je veux dire, c'est rentré dans la culture d'aujourd'hui. Hein. Après, je crois que les Américains, eux, ça leur pose très peu de problèmes qu'on utilise leurs images. Au contraire, ils sont plutôt contents. Moi, je sais que le compte Twitter de Scarlett Johansson, il a tweeté ma vidéo. Bon, je pense pas que ça leur pose un problème, quoi. En plus, c'est plutôt des hommages aussi qu'on fait, donc ça peut aussi, je pense, leur faire plaisir. Nous allons revenir sur votre parcours et vos débuts en tant qu'artiste vidéaste. Quand avez-vous commencé à créer notamment des films ou des vidéos ? J'ai commencé à la faculté de Saint-Charles, où j'avais pris une option cinéma expérimental à l'époque, parce que j'étais rentrée à la fac d'art plastique en voulant faire du cinéma aussi. Parce que j'avais commencé déjà de façon personnelle au lycée à filmer en H.I.8, en vidéo H.I.8. Et donc, je voulais m'intéresser au cinéma, je voulais en savoir plus. Donc, il n'y avait qu'un cours qui était proposé aux plasticiens qui s'appelait cinéma expérimental. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je me suis inscrite. Et j'ai découvert comme ça ce continent. C'était un lieu inconnu pour moi, mais qui m'a marqué au cours de mes études et qui m'a donné... Et surtout, j'ai compris qu'on pouvait faire des films par soi-même. Donc, je me suis lancée. Du coup, ça s'est fait de manière très naturelle. Il n'y a pas eu de vrai déclic du jour au lendemain de vouloir faire du cinéma ? Si, enfin, au lycée, déjà, je voulais filmer, oui. Si, je voulais faire du cinéma, mais je voulais aussi faire des tas de choses. Hein. Je voulais faire... de la musique, je voulais faire de la photo, je voulais faire de la peinture, je voulais faire des tas de choses, donc je faisais tout ça. Enfin, la musique, c'est venu plus tard. Mais voilà, enfin, il y avait des tas de domaines qui m'intéressaient. Donc vous étiez à la faculté en art plastique ? J'étais à Saint-Charles, oui, en art plastique. Et ensuite, est-ce que vous avez fait une école d'art ou une école de cinéma ? Alors ensuite, en fait, à la sortie de Saint-Charles, j'ai fait mon premier film en dehors du cursus, et qui s'appelle L'œil sauvage, et qui était projeté pour la première fois ici à Sancier. Voilà. Parce que c'était avec l'association l'Etna, enfin ça s'appelait Braquage à l'époque encore. C'était notre première séance de cinéma. Voilà, on avait donc prévu en fait de projeter du Stan Brakhage, du Len Lai, des tas d'artistes connus dans le cinéma expérimental. Et en fait, on avait un problème de budget, on ne pouvait pas louer tous les films. Et j'avais lancé l'idée de montrer nos propres films du coup. Et on s'était dit, d'accord, d'ici 10 jours, on fait nous-mêmes nos films et on appelle tous ceux qu'on connaît qui font des films et on va les projeter. Et donc, j'ai fait en une semaine ce film L'œil sauvage sur une bobine de 3 minutes. Et il a été projeté donc durant cette séance avec plein d'autres camarades. Et à cette séance, il y avait donc votre professeur Nicole Brenez qui a vu ce film et qui l'a ensuite programmé à la Cinémathèque française. Voilà comment ça a commencé. Qu'est-ce que vous a apporté du coup, en dehors de cette programmation à la Cinémathèque, qu'est-ce que vous a apporté cette séance à Sancier ? Écoutez, ça m'a apporté beaucoup de plaisir de pouvoir projeter mon film en tout cas. Oui, j'avais un autre film aussi que j'ai projeté qui était un film de fin d'année que j'avais fait à la fac qui s'appelle Autoportrait et le monde et qui a été aussi montré plusieurs fois celui-ci. Voilà. Non, ça m'a fait énormément plaisir. Moi, montrer mes films, c'est toujours un bonheur. Voilà. On a bien fait de le faire, parce que si on avait montré, si on avait essayé seulement de trouver de l'argent pour montrer le programme qu'on avait prévu, on n'aurait pas montré nos films et finalement, ça aurait été dommage. Quelle définition est-ce que vous donnez à l'avant-garde ? Aucune. Alors, surtout pas de définition. C'est-à-dire que à partir du moment où vous essayez de le définir, vous allez l'enfermer.
Et pour moi, la définition de l'avant-garde ou du cinéma expérimental, c'est qu'il peut toujours changer, se transformer et justement dépasser les dogmes qu'il a lui-même instaurés. Donc ça, pour moi, il faut bien le garder en tête. Et ça, c'est une chose, même avec ma pratique, que j'essaie de toujours faire bouger. Donc, est-ce qu'on peut apprendre à faire des films d'avant-garde ? Je crois qu'il faut surtout apprendre par soi-même. On apprend, ça dépend de quelle façon vous aimez apprendre, parce que personne n'apprend de la même façon, de la même manière. Moi, j'apprends beaucoup en observant les choses, en les faisant. Lire des livres sur l'avant-garde ou le cinéma expérimental ne m'aurait pas, moi, de façon personnelle, appris à faire des films, mais pas du tout. Moi, c'est vraiment en faisant les choses. En plus, mon cinéma, il n'est pas que nourri de cinéma, c'est-à-dire il est aussi nourri de mes autres pratiques, qui étaient la peinture, parce que je peignais aussi, le dessin, qui sont la photo, qui sont la musique, parce que j'aime la musique. Donc, pour moi, si je me suis plus, en fait, à la fin, plus orientée sur le cinéma, c'est qu'il peut conjuguer toutes ces matières que j'aime, toutes ces disciplines. C'est un peu un format de synthèse pour moi. Donc, voilà. Vous avez rencontré des difficultés particulières lors de la réalisation de vos premiers films d'avant-garde ? Faire un film, c'est toujours épuisant, on va dire, mais stimulant. C'est un peu comme une drogue, je dirais. On est un peu en transe, mais c'est difficile parce que... Enfin, c'est difficile et pas difficile. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire votre film comme quelque chose que vous voulez atteindre absolument, peut-être vous allez rencontrer des difficultés parce que vous n'avez pas les moyens à votre disposition. Ou... Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire mon film coûte que coûte. Donc, les obstacles, je les ai retirés et j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. Mais j'ai réussi à obtenir mon langage. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important, je dirais. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui. C'est quoi votre langage de cinéma ? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai un langage, je dirais, multiple, hein, déjà, d'une part. Comme je vous disais tout à l'heure, puisque j'utilise différentes disciplines, et puis je peux changer d'apparence. Mon langage, si, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que il y a un langage qui m'intéresse, que j'essaie de traduire, c'est celui qui est plus un langage intérieur et onirique, si on veut. C'est-à-dire que les rêves ont leur langage aussi, un langage particulier. Je ne parle pas des rêves freudiens forcément ou ce qu'on a pu apprendre, mais vraiment de ma propre expérience personnelle, de qu'est-ce que c'est que le rêve, qu'est-ce que c'est que rêver, ou qu'est-ce que c'est que de regarder à l'intérieur de soi, par exemple. D'être avec ses propres images, sa propre projection intérieure aussi, parce qu'on est fait aussi d'images et de sons à l'intérieur. Donc je dirais alors à la rigueur que c'est peut-être ce langage-là que j'essaie de capter et de traduire. Parce qu'à la rigueur, je le capte en moi-même, mais l'offrir aux autres et le traduire, c'est peut-être cette phase-là qui est la plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'un film, je peux l'imaginer parfaitement. Mais le faire descendre, le faire traduire ici avec les outils que nous avons, c'est là où c'est un exercice. Est-ce que vous liez cette réflexion théorique, par exemple sur l'intériorité qui peut être traduite dans une matière filmique, est-ce que c'est une réflexion théorique qui est importante au moment où vous créez le film ou est-ce que ça peut intervenir avant ou après ? Alors tout ce qui est réflexion théorique, ça dépend de ce que vous entendez par théorie, parce que si vous voulez, un film, avant de le faire, je le pense, mais je le ressens aussi. Je l'entends, je le vois. Donc il y a aussi les sens qui sont activés, mais la pensée aussi. Il y a une réflexion, mais je ne vais pas avoir besoin de la coucher sur papier. Si c'est ça que vous voulez, je ne vais pas avoir cette étape, pour moi, n'est pas du tout... au contraire, elle freine, pour moi, le développement de la création pour faire mon film. C'est un obstacle parce que les images ou les sons ne sont pas enfermés dans les mots pour moi. Donc, ils dépassent en fait ce cadre-là, le cadre de l'écriture et du mot. C'est une autre écriture, c'est ça, c'est un autre langage. Donc, en fait, à la rigueur, la théorie, elle peut venir bien plus tard.
bien plus tard, une fois que j'aurais fait, à la rigueur, plusieurs films. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ma théorie sur l'hybridation dans le cinéma expérimental, que j'ai fait avec Nicole Brenez aussi à Michelet. Donc ça, c'était venu. J'avais fait De la mort, Exploration. J'ai dû le faire après ce DEA, je ne sais plus. Dans vos films, vous retrouvez les sensations que vous évoquiez avant de les faire? Oui, mais après, je veux surtout que ce soit le public qui le ressente, enfin, qui ait ces sensations, parce qu'à la rigueur, moi, je peux les retrouver aussi toute seule, je veux dire. Mais oui, en général, je les retrouve. Enfin, on est toujours insatisfait, hein. Moi, je sais pas, parfois, je suis un peu insatisfaite, hein. C'est pour ça que, par exemple, mon film Totalité, que j'avais fait en Super 8 à l'époque, et H 8, je l'ai refait, j'ai fait un remix. J'ai fait Totalité remix parce que je trouvais qu'il n'était pas abouti. Mais bon, après... Vous l'avez fait longtemps après, ce remix? Oui, parce que Totalité, j'ai fait en 99 et ce remix en 2005. Quand les outils numériques sont arrivés, étaient plus accessibles, j'ai eu envie. Ouais. Du coup, le public, ça a une très grande place. Oui, ça a une grande place parce que... Bah oui, parce que je fais ces films-là pour qu'ils soient vus par d'autres. Donc forcément, je veux lui apporter quelque chose à travers mes images et mes sons. Bon, soit il va juste prendre plaisir à ce qu'il voit, mais s'il peut voir... Parce pour moi, il y a différentes dimensions aussi dans mes films, surtout ce que je fais pour Blow Up, différentes couches de lecture, je dirais. Donc après, ça appartient à celui qui regarde. Est-ce qu'il y a un film ou une œuvre qui vous a particulièrement marqué à vos débuts de cinéaste, en termes de sensations notamment? Ah oui, bah alors là, je vais vous parler des films que j'ai vus enfant. Ça commence enfant, oui. Hein. Bah oui, King Kong de 1933. Ça va vous faire rire. Vous la montrez enfant Oui, on me l'a montré enfant. D'accord. Alors, Superman 2 au cinéma, voilà, parce que j'ai vu un homme voler, c'était absolument incroyable pour moi, mais j'étais vraiment enfant. Hein. Autrement, oui, 2001, l'Odyssée de l'espace, ça m'a fait complètement... voilà, j'ai halluciné. À quel âge est-ce que vous l'avez vu? Je crois que je l'ai vu à 8 ans, il me semble. Je crois bien que c'était cet âge-là, ouais. Et je suis restée vraiment scotchée dessus. Et je crois que ça m'a beaucoup... ça m'a inspiré. Hein. Si vous avez vu mon film Exploration, par exemple, il y a un truc... ouais, en fait, c'est le premier film expérimental que j'ai dû voir, je pense, hein, d'une certaine façon. Donc voilà, après j'ai beaucoup de films qui m'ont marqué, mais pour me souvenir de tout, c'est pas toujours évident, parce que ça dépend de ce à quoi je pense ou de mes humeurs. Mais sinon, après, moi, j'ai des tas de cinéastes... des tas de genres, oui, beaucoup de westerns. J'ai vu beaucoup de westerns enfants. Ça, j'adorais aussi. La Belle à la Bête de Jean Cocteau, par exemple, ça m'a énormément marqué enfant. Enfin voilà, après, plus tard, adolescente, je dirais, il y a John Cassavetes, il y en a plein, quoi, en fait. Je ne saurais pas tous les citer, hein. Honnêtement, je ne saurais pas tous les citer. Il y a tous ceux que j'ai entamés dans Blow Up, que j'ai évoqués dans Blow Up, forcément. Ça en fait déjà beaucoup. Ouais. Non, j'aime le cinéma, j'aime l'art en général. Donc, Vous aviez une famille très cinéphile? Oui, mes parents oui, s'intéressaient au cinéma, la musique aussi, et oui, la littérature. Enfin oui, j'avais quand même un contact avec la culture, oui. Nous allons maintenant évoquer votre travail de composition musicale avec les questions de Hugo, qui est également compositeur et musicien. Alors, effectivement, oui, on va aborder l'aspect plus musical avec moi. Donc, à l'observation et surtout à l'écoute de votre travail, on remarque que vous composez de la musique aux influences très variées, de la pop à la techno parfois acide, jusqu'à la musique vraiment expérimentale. Vous êtes profondément inspiré par le psychédélisme et une notion aussi de mysticisme, comme vous l'avez peut-être un peu évoqué tout à l'heure, sur la notion d'intériorité. Onirisme plutôt. Ouais, onirisme, pas mysticisme, non. D'accord. Justement, par ce psychédélisme et cet onirisme, on ressent la volonté de nous faire voyager par le biais de textures organiques, mais aussi synthétiques, et parfois bien au-delà. Alors, je vais vous demander quelle est la racine de ce foisonnement musical, notamment au travers du sampling, qui est vraiment présent dans toutes vos œuvres.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse autant dans la réutilisation de petits échantillons musicaux préexistants? Est-ce que c'est la source vraiment même de votre travail? Vous avez en partie répondu au début de l'entretien. Mais voilà, c'est une grosse question parce que c'est vraiment essentiel dans toutes vos œuvres. L'échantillonnage? Le sampling en soi. Le sampling. Que ce soit par la citation de films, Oui. que l'utilisation de petits échantillons assez communs parfois, des sonorités qui font écho peut-être parfois même des pubs, enfin, toutes ces choses-là. Donc un peu savoir comment ça s'est structuré pour vous. En fait, alors ça, vous parlez surtout des films que j'ai fait pour Blow Up, je pense. Parce que pour Exploration ou pour De la mort, il n'y a pas... oui, peut-être. Hein. Dans la mort, il y a un peu... Alors, Exploration, pas du tout, du coup. C'est peut-être l'un des seuls. Oui, alors l'échantillonnage, oui, ça m'intéresse parce que aussi, comme Blow Up, on travaille à partir déjà d'images préexistantes. C'est vrai que si dans un film, j'entends un son qui m'intéresse, je vais l'extraire. Ou une phrase, par exemple, pour construire un nouveau dialogue, par exemple. Mais ensuite, je travaille avec les outils d'aujourd'hui. Moi, je travaille sur Logic Pro. Donc, j'ai aussi accès à des banques de sons. Mais pas que, parce que parfois, je vais chercher moi-même des sons. Ou alors, je les fais moi-même aussi au synthé, parfois. D'accord. Je mélange. En fait, c'est tout un mélange. Hein. Une espèce de mélange... Justement, par rapport à ça, vous parlez de l'utilisation de Logic, donc il y a un arrangeur qui permet de composer et d'arranger les sons de manière électronique. Quel est le matériel que vous utilisez en soi? Vous avez parlé justement du synthétique plus l'électronique, mais est-ce que vous utilisez du matériel analogique pour faire de la musique? Justement, les synthétiseurs peut-être... Oui, j'ai un clavier. Oui, d'accord. Un clavier MIDI, donc ouais, quelque chose un plus... clavier MIDI, un contrôleur, ouais. d'accord. Ouais. Donc vous êtes plus sur le travail sur ordinateur. En fait, je travaille avec des moyens très simples. Hein. D'accord. Surtout. Donc, je fais avec ce que j'ai. C'est vrai que j'ai pas un studio de musique. Peut-être si on me faisait découvrir un peu d'autres... si j'avais accès à d'autres outils, ouais, ça m'intéresserait. Mais chez moi, c'est... Bon, je suis juste avec un clavier. Voilà, puis on peut faire déjà beaucoup de choses avec tout ça. Hein, franchement. Et alors ce travail musical, est-ce que vous le considérez d'abord comme un objet musical ou de l'illustration sonore justement? Parce que vous parliez de ça au début de l'entretien, le fait que vous partez du son pour modéliser l'image et que vous aimeriez bien fusionner les deux. Alors quel est le rôle un peu de cette musique? Quelle est sa fonction en soi? Comment vous la considérez? Elle est imbriquée au film, comme le film est imbriqué à la musique. C'est-à-dire que nous, on a toujours tendance à les séparer, mais là... si vous voulez, elles sont ensemble. Donc, elles ont le même rôle. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Non, elles sont complètement à partie égale pour moi. D'accord. Et alors, comment vous écoutez la musique de manière générale? Comment vous l'écoutez? Oui, puisque là, vous ne dissociez pas trop forcément l'image et le son. Voilà. De quelle manière vous en écoutez fréquemment? Si vous en écoutez fréquemment? Oui, j'aime bien écouter la musique. J'aime bien, dans ces cas-là, je ferme les yeux. D'accord. Et alors, vous écoutez beaucoup de musique expérimentale ou... J'ai des périodes, moi j'écoute de tout surtout. J'écoute de tout, je suis curieuse, donc j'écoute. Après, la musique électronique, oui, quand elle est arrivée, c'était un peu ma génération dans les années 90, fin 90, voilà, la musique électronique, moi ça m'a beaucoup inspirée, beaucoup influencée. Donc j'ai découvert des groupes comme Otecre, chez nous, ma mère m'a fait écouter enfant déjà beaucoup de Stockhausen, parce qu'elle-même avait travaillé avec lui en Allemagne, parce qu'elle est allemande. Donc j'avais déjà un accès, je crois, à des musiques, à beaucoup de musiques différentes. Et Stockhausen, je l'ai entendu. Et donc quand est arrivée la musique électronique, pour moi, c'était enfin aussi le moyen de... Enfin, disons que pour moi, la musique comme Otecre ou des groupes comme Photek, ce que j'aimais, c'était les sons nouveaux qu'il y avait dedans, qui existaient déjà par Klaus Schulze ou Stockhausen, comme je disais.
mais qui là, tout d'un coup, avait une dimension plus reliée au corps, je dirais. Les autres, on était plus dans une dimension mentale, c'est très intéressant aussi. Mais là, ce qui m'intéressait, je me suis dit, mais tout d'un coup, on peut relier les deux ensemble, c'est-à-dire cet aspect mental de cette musique de recherche et l'aspect physique, qu'elle descende aussi, qu'on la ressente aussi dans le corps. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait. Et je crois que c'est pareil pour le cinéma expérimental, d'une façon aussi... c'était un peu nouveau à l'époque qu'on montre des films expérimentaux avec une techno, par exemple. En général, c'est pas du tout fait pour aller ensemble. C'est même très impoli. Mais justement, c'est ce qui m'intéressait, c'est comment, avec des images qui peuvent paraître très mentales, comment les faire finalement descendre dans le corps aussi. D'accord. Alors la musique concrète, tout ce qui se rapproche de la musique concrète avec Stockhausen, qui peut être relié d'une certaine manière aux travaux français qui ont été réalisés, j'imagine que ça vous a beaucoup influencé dans votre écoute des sons, pardon. Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Puis mon père aussi était il écoutait beaucoup de musique classique. Donc ça aussi, j'ai été baignée là-dedans. Puis le jazz. Enfin bon, j'écoute de tout. Hein. J'ai vraiment pas de... Après, j'aime ou j'aime pas. Je le ressens ou pas. D'accord. Maintenant, on va parler un peu plus de votre passage avec l'Etna. Donc Maxime... En 98, donc un de vos films est présenté à l'université Paris 3 et dans le cadre d'une séance organisée par l'Etna. Pour revenir un petit peu sur l'Etna, quelles étaient vos implications dans l'association ? Eh bien, au début, on y était pour faire découvrir le cinéma expérimental au public. En fait, on voulait faire découvrir ce cinéma qui était dans l'ombre, qui était assez méconnu. On avait envie, très innocemment, comme ça, de le faire découvrir à un public qui ne le connaissait pas forcément. Donc c'était ça l'idée. Ensuite, c'était aussi qu'il y ait un lieu pour que les gens puissent faire eux-mêmes leurs films, où ils puissent les faire par eux-mêmes, où il y ait du matériel à disposition. Et au tout début, moi, j'ai donné des ateliers de peinture sur pellicule. Justement, vos travaux sont entre art vidéo et pellicule, mais également la peinture. Comment est-ce que vous êtes positionné dans le débat qu'il y a pu avoir à ce moment-là entre les deux formats, vidéo et pellicule, qui sont deux supports d'expression possibles pour le cinéma expérimental ? Oui, après, c'est vrai que pour les puristes, la vidéo était mal vue dans le cinéma expérimental. Moi, c'est quelque chose auquel je n'ai pas forcément réfléchi. C'est-à-dire que j'étais à une période où on pouvait faire autant de la pellicule que de la vidéo, donc j'ai fait les deux. Et j'ai fait en fonction de mes moyens. C'était vraiment pas... En plus, on a des textures intéressantes, je trouve, de faire des allées et venues entre différentes techniques. Bon, ça me plaisait. J'aime bien, comme vous disiez, l'alchimiste a tendance à vouloir toucher plusieurs choses et voir ce qu'il peut faire avec. Mais ensuite, je me positionnais pas, moi. Moi, déjà, on ne pouvait pas me positionner, donc je ne me positionnais pas. Je me suis dit, je ne me positionne pas, je continue à faire ce que je fais. Après, c'est ni tout à fait du pur cinéma expérimental ou pur art vidéo ou ou ce n'est pas du clip non plus. On n'arrive pas à me ranger non plus dans le clip. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas complètement du mash-up non plus aujourd'hui. Tu vois, c'est compliqué tout ça, hein. Mais bon, tant mieux. C'est ce qui rend la chose intéressante. Voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a une nette évolution de l'avant-garde, parce qu'on s'éloigne de la pellicule pour d'autres supports. Et est-ce que vous trouvez qu'on en vient à perdre cette notion très plastique qu'il y avait avant de pouvoir peindre sur la pellicule, de pouvoir agir directement sur des objets physiques, alors qu'aujourd'hui on travaille sur des logiciels purement... Oui, c'est un peu toute la société comme ça qui se transforme. Il n'y a pas que... Mais on va effectivement de plus en plus vers l'immatériel. Après, ce sont d'autres outils, mais je pense qu'on a besoin aussi de garder contact avec ce qui est matériel. Enfin, je pense, on s'en rend compte même dans la société de tous les jours, on a besoin de garder contact, ne serait-ce que, je pense, avec la nature. Enfin voilà, je pense pas que ça va se perdre complètement. Après, on ne sait pas comment les choses se passent, on peut pas dire en avance. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, que vous fassiez un film en pellicule ou en vidéo, le principal, c'est vos intentions, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire, qu'est-ce que vous allez dire avec.
c'est pas forcément, c'est pas le média, si vous voulez, qui fait le film. C'est vous qui le faites. Donc après, le média, peu importe. Pour en revenir à l'Etna, comment a évolué la vie au sein du collectif et peut-être aussi votre rôle au sein de ce collectif? Bah écoutez, moi je pourrais mal vous en parler parce que j'ai pas été très longtemps à l'Etna. Déjà, je faisais mes films chez moi. Enfin voilà, c'était surtout le début, au début de l'Etna. Moi, c'était au départ, j'étais là vraiment au début. Après, ça s'est séparé en deux, quoi. Il y a eu Braquage d'un côté et l'Etna de l'autre. Et j'ai pris la voie du milieu. Il y avait un véritable besoin à l'époque de se regrouper en collectif autour du film d'avant-garde, notamment à Paris. Bah oui, je pense que oui, parce que on connaît, pas tout le monde connaît le cinéma expérimental, donc c'est sympa de se retrouver, de pouvoir en faire ensemble et d'en parler. Oui, c'était très spontané. Hein. C'est important que plus de gens connaissent le cinéma expérimental. Oh c'est toujours bien de faire connaître des choses, oui, moi je trouve. Comment est-ce que vous pensez que ce cinéma doit être diffusé aujourd'hui à l'heure d'Internet et des plateformes de vidéo à la demande? Comment il doit être diffusé? Oui. Écoutez, je sais pas, ça dépend ce que vous faites. Hein. On est toujours dans le même souci. Hein. Si par exemple, moi demain, je refais un film avec de la peinture sur pellicule ou je ne sais quoi, je vais peut-être le penser plutôt dans le cadre, pas dans le cadre d'Internet, mais dans un autre cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour Blow Up, c'est vraiment une émission adaptée à Internet. Après, je sais pas. Après, vous voyez, le cinéma, il a toujours évolué du point de vue des techniques, les médias évoluent tout le temps. Ce qu'on pouvait voir au cinéma, on le voit aujourd'hui à la télévision. Maintenant, vous pouvez le voir sur le net. Donc, de toute façon, les choses, vous les faites au moment où vous vivez dans votre époque. Et puis après, moi, ça se trouve, les films que j'ai faits pour Blow Up, un jour, ils seront, allez savoir, dans un siècle, moi, je ne sais pas de quelle façon ils seront diffusés ou montrés au public. Oui, je peux pas maîtriser ces choses-là. Hein. Ce qui est important dans ce genre de pratique, en tout cas le cinéma, la musique, est toujours d'ailleurs un temps d'avance sur les images. Hein. C'est d'être dans son époque. Enfin, si vous voulez faire ce que vous voulez faire. Hein. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour l'avant-garde de se cloisonner à son époque, justement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne serait pas... qu'est-ce que ça veut dire cloisonner à son époque? Est-ce que justement, le but de l'avant-garde, ça serait pas de déjà regarder après son époque? Oui, bien sûr. Oui, bon, quand je dis ça, bien sûr, maintenant et demain. Parce que je pensais à la musique surtout. La musique a toujours été en avance sur les images, oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce point-là sur... sur du point de vue des techniques, par exemple. D'accord. L'électronique, elle est arrivée bien avant sur la musique, sur les images. Les images, c'est toujours plus long à se développer à ce niveau-là, parce que c'est un autre... la musique, elle est vraiment immatérielle, du coup. Donc, même ne serait-ce que, je dirais, le rythme de la musique est en avance aussi. Voilà, c'est vrai que j'aime bien fusionner avec la musique, parce qu'elle a ce coup d'avance, je crois, aussi. Est-ce que vous trouvez que dans les musiques de films actuellement, la musique a toujours aussi un coup d'avance par rapport aux images? Oh, ça dépend. Ça dépend quel film, ça dépend quel compositeur. Mais il y a des fois, effectivement, il y a des films que j'ai regardés, mais je les ai plutôt écoutés. Et où je me suis finalement décrochée de l'histoire et j'ai écouté la musique, quoi. Et je trouvais la musique géniale. Il y a des films, par contre, ils arrivent à vraiment faire les deux ensemble. Et là, c'est parfait, en général, quand vous trouvez cet équilibre. Ou alors, il y a des films où le film est vraiment intéressant, mais la musique, ça va pas, ça va déranger. Et ça peut effectivement me mettre un petit peu à côté du film, où je ne vais pas pouvoir rentrer complètement, quoi. À quel compositeur, par exemple, est-ce que vous pensez Là, je me souviens plus, là. Mais je sais que ça m'arrive. Mais là, alors, il y a des compositeurs que j'ai écoutés, plus que je n'ai regardé. Je sais que Alexandre Desplat, dans le film... je me souviens un peu comment il s'appelle, ce film. Mais bon, j'ai vraiment écouté. Et des musiques qui me dérangent. Là, comme ça, en tête, il n'y a rien qui me vient, mais ça m'arrive. Hein. Mais bon, c'est peut-être des films que j'oublie aussi. Hein, donc,
Et est-ce que la musique peut vous faire sortir du film à tel point que vraiment l'image n'a quasiment plus de sens? Ce que j'essaie de demander, c'est, vous disiez tout à l'heure que la musique parfois peut vous déranger pendant le visionnage d'un film. Est-ce que ça peut vraiment vous dégoûter d'un film, même si l'image est très, très intéressante, les idées me développées? Dégoûter, je dirais pas me dégoûter, mais disons que je vais passer à côté, je vais peut-être me faire mes images à moi, quoi. Je vais plutôt rentrer dans mon trip en écoutant la musique, je me dis ouais, c'est chouette, et penser à des trucs et dire ah ouais, enfin, et Oui. partir, je veux dire, dans mon imaginaire. Donc je vais pas être dégoûtée, mais je vais être à côté, on va dire. Est-ce que vous portez également attention au mixage et au montage du son et pas seulement à la composition musicale qui se rajoute? Ah oui, je fais attention à tout. Est-ce que ça vous intéresse également de le travailler ou en tout cas d'avoir une réflexion sur ce travail effectué dans ces films? Enfin, moi, c'est un tout, hein. C'est un tout que je veux dire que je mixe moi-même des... Je veux dire, est-ce que vous vous intéressez seulement à la musique ou justement à un tout Ah oui, je m'intéresse à un tout, oui, les bruitages aussi, vous voyez, ce que j'ai fait pour Tree of Life, c'est du bruitage, enfin, c'est pas du... Enfin, c'est du soundscape, comme on dit, ouais. C'est pas de la musique, hein. Donc oui, je fais aussi attention à ça, oui. Oui, oui, bien sûr. Donc vous faites une dissociation entre soundscape, qui pourrait se rapprocher du sound design, et de la musique. C'est pour vous deux choses qui sont différentes? Je ne sais pas. Je me suis pas posé la question, en fait. D'accord. Mais c'est ce qu'on dit, non? Soundscape, sound design. Oh, moi, je mélange les deux un peu, parce que si vous écoutez mes bandes-son, il y a des fois, c'est du sound design mélangé à de la musique, et puis ça peut changer, hein. Je fais des allers-retours, donc enfin, les deux peuvent cohabiter, quoi. Dans un entretien que vous avez accordé en 2007 au site Objectif Cinéma, vous vous dites vouloir vous éloigner de Paris, point central du cinéma en France. Pourquoi? J'ai dit ça? Oui. Ah oui, je me souviens plus. D'accord. Mais effectivement, je me suis éloignée de Paris à un moment donné, pendant quelques temps, oui. Un besoin de s'éloigner de... En fait, non, je l'avais pas vu comme ça, mais ça, oui, c'était plutôt bien. Ouais, moi, je trouve que j'aime bien le contact avec la nature d'une façon générale. Et effectivement, les villes deviennent un petit peu stressantes de nos jours. Il y a beaucoup de sons. Beaucoup de sons agressifs quand même. Et dans la nature, on trouve aussi une autre culture, mais on trouve aussi une culture. Est-ce que par rapport au son de la ville et peut-être de la nature également, si vous vous en éloignez, est-ce que vous pratiquez le field recording et la captation de sons au gré de balades ou de... Non. Pas du tout. Non. Alors là, c'est une chose que je vais vous dire. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis parce que il m'arrive très souvent d'enregistrer, mais avec mon oreille, on va dire, dans ma tête, ou d'enregistrer avec mon œil. Et après, c'est quelque chose que je vais essayer. Vous voyez, c'est vraiment... En fait, je crois que les machines, elles sont plutôt organiques chez moi. Enfin, vraiment, elles sont là, présentes. Et après, le film est là à l'intérieur et je vais essayer de le traduire à travers ces outils que nous avons. Mais effectivement, souvent, j'enregistre, que ce soit visuel ou auditif. Est-ce que vous écoutez de la musique en itinérance, par exemple avec un écouteur beaucoup? Oui, j'aime bien écouter de la musique. Ouais. Est-ce que du coup, vous faites des liens, de liens de sensation entre la musique que vous allez écouter et par exemple le fait d'être dans un transport? Oui, ça peut m'arriver. Ouais. Oui, ça peut m'arriver. Vous avez effectué un travail de recherche universitaire sous la direction de Nicole Brenez, qui était l'invitée du 4e épisode de Négatif. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulé ce travail? Écoutez, comme tout le monde, je crois. Non, je sais plus. C'est loin aussi, là. Je vais pas me souvenir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu des livres, j'ai réfléchi au sujet qui était l'hybridation dans le cinéma expérimental contemporain. Voilà. Donc, en fait, j'ai surtout pris le terme d'hybridation au sens scientifique. Enfin, j'ai voulu voir qu'est-ce qu'on disait en science, qu'est-ce que c'était en biologie, l'hybridation. Et qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'était dans la nature qu'une hybridation, une vraie hybridation, quoi. Et j'ai constaté que ce qu'on pouvait observer dans la nature, finalement, on pouvait le voir aussi dans nos gestes, nos pratiques artistiques. C'est comme ça que j'ai déterminé
la greffe, la fusion et l'hérédité en hybridation dans le cinéma expérimental. Est-ce que le fait d'avoir produit ce travail théorique, ça vous a influencé après sur votre manière de faire de la pratique? Non. Non, ça m'avait influencé avant. Avant, je l'ai fait, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai fait avant, en fait, dans mes films. Mais après, aujourd'hui, j'ai moins d'hybridation. J'ai moins d'hybridation des supports, on va dire. J'ai une hybridation qui est plus culturelle, intellectuelle. Voilà, de genre aussi. Tu disais tout à l'heure, je fais plein de musique. Je passe de la pop au classique, je sais pas, des tas de genres. Donc l'hybridation, elle est plus sur ce plan-là. Elle va peut-être être moins visible dans l'image plastique, on va dire. Mais l'esprit d'hybridation est toujours là. Autour de l'hybridation, vous avez collaboré en 2006 avec la Cinémathèque française pour une carte blanche. Pouvez-vous nous parler des films que vous avez choisis? Eh bien, j'ai choisi des films qui étaient en relation, c'est-à-dire avec les pratiques d'aujourd'hui, donc qui mélangeaient déjà les vidéos et l'ordinateur, aussi les images faites par ordinateur, comme les frères Whitney, qui ont d'ailleurs, c'est eux qui avaient fait les images pour 2001, l'Odyssée de l'espace, là. Quand j'ai découvert ça, vous imaginez? Écoutez, il y avait 3 séances. Voilà, il y avait la séance de la greffe, il y avait la séance de la fusion, la séance de l'hérédité, pour que les gens puissent comprendre. Mais dans cette greffe, dans cette fusion, dans cette hérédité, il y a des porosités, c'est ce que j'explique. C'est qu'il y a des greffes qui sont fusionnelles, des fusions qui sont héréditaires. Il y a même des greffes héréditaires. Enfin, vous voyez. Donc tout ça est un jeu complexe, mais que j'arrive à bien déceler, du moins. Moi, je fais beaucoup plus de films héréditaires aujourd'hui. Mais je fais beaucoup de greffes héréditaires, par exemple. Et parfois des fusions, oui. Vous me demandiez tout à l'heure les images que je transformais, l'hommage à Carpenter, par exemple. Mais je touche plus la pellicule, donc je suis que dans l'héréditaire maintenant. C'est un regret de plus toucher à la pellicule? Non, parce que je m'exprime toujours. Donc le principal, c'est ça pour moi. Sur les images de synthèse réalisées par ordinateur, vous en incorporez dans vos films ou vous avez réalisé des films à partir de ces images. Ce sont des images que vous réalisez vous-même. Que vous apporte cette matière numérique? Ça m'intéresse en fait. Je trouve que c'est intéressant. Je me demande qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que c'est vrai que la modélisation 3D, on utilise beaucoup ça aujourd'hui, beaucoup même dans la photo. Et c'est surtout souvent utilisé à but, pour créer des images qu'on va confondre avec la réalité. Et en fait, je trouve que moi j'ai envie de prendre un peu à contre-courant, c'est-à-dire quelle expression on peut lui donner, mais une expression plus plastique ou enfin voilà, c'est comment je peux la triturer finalement. C'est un volume immatériel. Comment je peux la sculpter? Qu'est-ce que je peux en faire en fait? C'est un peu ces idées-là que j'ai. Est-ce que vous aviez une pratique de la sculpture autre Non, que numérique? pas du tout. Par contre, ma mère est sculpteur. Donc, mais je sais pas pourquoi, c'est la seule chose que j'ai pas abordée. C'est certainement parce que je l'ai beaucoup aidée enfant. J'ai beaucoup touché à tout ça, donc j'ai eu peut-être envie de toucher à autre chose. Vous avez appris en autodidacte la modélisation 3D? Oui, non, j'ai fait aussi une petite formation par la mairie de Paris. D'accord. Pour avoir des bases quand même. Mais après, oui, on apprend beaucoup, enfin on fait beaucoup par soi-même. Hein. Mais oui, j'ai fait une petite formation pour avoir des bases. Je ne suis pas allée au niveau 2, mais... Est-ce que, justement, par exemple, les logiciels de modélisation 3D, c'est des logiciels qui sont très complexes. Est-ce que vous vous sentez des fois limité par une limite technique que vous aurez, de non-maîtrise ou de mal-maîtrise d'une part J'en d'un fais pas logiciel? suffisamment pour dire ça. Je dirais, je sais pas. Je sais pas parce que moi, j'ai fait 2 films en modélisation 3D. Notre Icare, voilà, avec un logiciel qui s'appelait Poser, qui était vraiment très rudimentaire à l'époque, où j'avais dû refilmer image par image sur l'écran, voilà. Mais après, mon deuxième film uniquement de 3D, c'est System Overload que j'ai fait pour la société
Sacrebleu Productions, où là, c'est qu'un film en 3D. Après, je maîtrise pas suffisamment, j'en fais pas suffisamment pour voir si je serais ou non limitée. Je pourrais pas dire ça. Faudrait que j'expérimente plus. Est-ce que ce sont des expérimentations qui vous attirent encore sur les sculptures numériques à partir d'images de synthèse? Oh oui, oui. Mais après, il faut savoir qu'est-ce que... En fait, j'utilise toujours une technique parce qu'elle va avoir un sens dans le film que je veux faire. Voilà, System Overload, par exemple, ça se passe à l'intérieur d'un ordinateur. Donc forcément, je me suis tournée vers les images de synthèse. Parce qu'on est à l'intérieur de la machine. Notre Icare, c'était pour avoir un homme qui vole et évoquer une figure mythologique, en fait. Et immatérielle, presque, enfin, qui est de l'ordre de l'imaginaire. Donc c'est pour ça que je m'étais tournée vers cette technique. Mais après, j'ai fait d'autres films, j'en ai pas du tout ressenti le besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi mettre de la modélisation 3D? Ce serait pour décorer ou pour dire que je sais faire de la 3D? C'est pas ça qui m'intéresse, en fait. Dans vos films, est-ce que la contrainte de durée du film, c'est une contrainte qui vous est... Est-ce que vous aimeriez faire un épisode pour Arte de 1h30 par exemple? Un remontage Sur Internet, on est dans des formats courts quand même. Et comme on fait une synthèse du cinéma, c'est une synthèse aussi. Moi, j'aime bien le format court pour ça. Après, pour un format plus long, oui, mais ce serait différent. Alors, ce serait complètement différent. Je ne serais pas du tout dans les films que je fais pour Blow Up. Là, c'est d'autres idées, c'est un autre développement. Enfin, on n'est pas dans la synthèse. Et peut-être que là, j'aimerais bien faire appel à des acteurs, à la rigueur. Justement, pour rebondir sur cette notion de contrainte, est-ce que la contrainte, pour vous, est un moteur de productivité? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous allez réfléchir dans votre processus pour trouver des solutions que vous n'auriez pas trouvées si vous n'avez pas eu ces contraintes? Ah oui, absolument. Absolument, oui. Oui, les contraintes, si vous les dépassez, si vous essayez de franchir les obstacles, vous allez effectivement de cette façon développer, faire vos trouvailles en fait. Mais oui, parce que sinon, oui, non, mais c'est vrai, c'est un moteur, effectivement. Dans les précédents épisodes, avec les invités précédents, on a aussi parlé de comment vivre de la création, notamment vidéo, aujourd'hui en France. Est-ce que vous arrivez à vivre de cette création vidéo depuis vos débuts de vidéaste? Au début, pas du tout, mais je le faisais pas dans ce sens-là. Après, aujourd'hui, l'émission Arte Blow Up, forcément, oui, je suis rémunérée. Et ce qui est normal. Voilà. Enfin, ils sont professionnels, donc... Mais voilà, après, j'en vis pas complètement. J'en vis pas totalement. Bon, parce que j'en fais pas non plus tous les mois. Hein. J'en fais de temps en temps. Et puis, je pense qu'en faire tous les mois, ce serait pas une bonne chose non plus. Parce que je serais plus dans une rentabilité qu'un souci de création. Est-ce que la contrainte économique, elle influence, elle pèse sur la créativité ou sur les créations? La contrainte économique, dans quel sens? Est-ce que le fait qu'il y ait peu d'argent qui soit alloué, par exemple, pour la création d'un épisode, ça a pu vous limiter à un moment donné Je ne sais pas. Enfin, c'est toujours une histoire de moyens, en fait. On revient au même... à la même... si j'avais plus de moyens, ça me dérangerait pas non plus. Hein. Je ferais autrement, c'est tout. Enfin, j'apporterais d'autres ingrédients, on va dire. Mais je crois pas que ce soit... C'est encore une fois, c'est comme la technique, c'est pas l'argent qui fait la création, mais si l'argent est bien... Après, ça dépend comment vous utilisez l'argent. Si l'argent est bien utilisé, après, a priori, il n'y a pas de problème. Enfin... Est-ce que vous avez d'autres projets en cours à part les émissions Blow Up en termes de création? Ah oui, j'ai des idées de films en tête. D'autres films. Mais j'ai aussi... Alors, j'ai un projet en cours de réalité virtuelle. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu en pause. Mais ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que c'est un nouvel outil. La musique, d'ailleurs... est bien lancé sur la réalité virtuelle, puisque c'est le son... spatialisé.
Ouais, mais non, c'est un terme, j'ai oublié là tout de suite. Binaural. Le son binaural, voilà. Et donc, qui est beaucoup utilisé en réalité virtuelle. Et puis, enfin, c'est un domaine aussi qui m'intéresse. Ça me questionne. Ça me questionne. Ça vous oblige à travailler avec des nouveaux outils comme des micro-binauraux Bah, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de changer d'habitude et d'outils. Donc, par rapport à cette utilisation du binaural, est-ce que vous avez pensé à établir des projets d'installation ou même par rapport à vos projets vidéo, est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de faire du vidging, c'est-à-dire des vidéos pour des concerts de techno, notamment, je pense à certains travaux que vous avez faits, justement avec de la techno acide, qui font beaucoup écho à ce qu'on peut voir lors de DJ sets ou de concerts de musique électronique. J'ai fait une fois un projet DJ, enfin VJ, avec c'était à Niort, durant un festival. Et en fait, oui, c'était intéressant. C'était intéressant de projeter en direct, mais on prépare en avance, en amont, on se met d'accord. J'étais avec un musicien qui faisait, lui, le VJ, justement, qui avait prévu des musiques. Et en fait, l'idée qu'on avait eue, ce qui m'avait plu, c'est que on voulait rendre hommage au film, le super film, un film magnifique, avec Romy Schneider. Il y a un accident de voiture, Yves Montand. Il y a un accident de voiture complètement fou. Les choses de la vie. Merci. Je me souviens des images, mais pas du titre. C'est terrible. Hein. Et bah, du coup, on voulait rendre hommage à ce film, mais on s'est dit, plutôt que de reprendre les images du film, on va chercher dans d'autres films qui évoqueraient ce film. Donc, on a reconstruit le film, mais à partir de sources complètement différentes. Et ça, je trouvais que c'était un exercice fabuleux. Donc voilà, la rencontre, la dispute, la séparation, l'accident de voiture, et ça. Donc c'était une relecture du film, mais avec des images qui ne venaient pas du tout du film lui-même. Voilà, j'ai fait juste pour ça. D'accord. Donc après, voilà, je crois que c'est la seule fois. Ah non, je l'ai fait aussi une autre fois mais j'avais bien préparé les images quand même en amont. C'était presque un cours expérimental. Parce c'était un festival où il n'y avait pas des outils très perfectionnés. Alors il fallait que je prévoie beaucoup en avance. Mais j'ai fait ça aussi pour un musicien qui s'appelle Tam Rush. Et sur sa musique, j'avais fait plusieurs vidéos comme ça en direct. Certains cinéastes s'engagent dans la formation et la transmission de leur savoir et de leur processus créatif auprès d'étudiants, notamment dans les écoles d'art. Est-ce que ça a été votre cas également, en devenant par exemple professeur ou intervenante Si j'ai enseigné ? Oui. Oui, j'ai enseigné. Enfin, j'ai fait des interventions. J'ai été aussi à une époque remplaçante en art plastique, mais ça c'était pas lié à mes films, hein, c'était plus dans le cadre scolaire. Mais c'était très intéressant aussi. Mais sinon, oui, j'ai fait des interventions pour le bal, par exemple, des interventions scolaires pour eux. Il y a une université américaine, souvent, chaque année, où ils me demandent de faire une intervention. Mais oui, ça m'arrive, bien sûr, je fais des interventions. Qu'est-ce que vous transmettez dans ces interventions ? Je projette mes films et j'en discute et je montre un peu mon parcours. Et j'en discute avec les élèves ou les étudiants, enfin ça dépend où je vais, parce que oui, j'étais invitée aussi dans des écoles d'art, oui, ça y est, ça me revient. Et voilà, oui. Est-ce que vous les aidez aussi dans leur création, par exemple en voyant leurs travaux et en leur prodiguant des conseils sur ce qu'ils font ? Oui, alors ça, je l'ai fait pour le Luxe de Valence. Le cinéma Le Luxe de Valence m'a invité plusieurs fois à donner des cours dans les écoles, des écoles d'art et pas que, des lycées aussi, avec des élèves où je leur avais montré mes films et après on faisait ensemble, on faisait des mash-up ensemble. On montait ensemble les films, donc ils apprenaient. Ouais. C'était des ateliers pratiques. Et j'ai fait aussi pour adultes avec le Luxe de Valence aussi. Former des adultes au mash-up et tout ça, après une séance de mes films, par exemple. Votre site est très complet et permet de vraiment retracer l'ensemble de vos vidéos. Comment est-ce que vous l'avez pensé et construit ? Eh bien, je l'ai pensé de façon claire. Qu'il soit le plus accessible possible, voilà, qu'il y ait un maximum d'informations. Mais je voulais qu'il soit simple et facile d'accès.
Est-ce que c'était pour vous important justement d'avoir de pouvoir retracer entièrement tout ce que vous avez fait année par année? C'est extrêmement décrit, c'est traduit. Oui. Il y a une... Bah oui, bah c'est de l'information Internet, donc il faut que ce soit accessible aux autres. Sinon, enfin je sais pas, Internet c'est fait pour ça normalement, hein. Donc je l'ai fait. Et enfin, pour conclure, quel est le dernier grand film qui vous a marqué? Le dernier que j'aurais pu voir? Oui, et qui vous a marqué. Alors j'essaie de m'en souvenir. Bah écoutez, moi j'ai regardé une série dernièrement que j'ai bien aimée. C'est la première saison en tous les cas de True Detective. Voilà, je suis un peu dedans là, je viens d'en sortir. Donc c'est la dernière évocation que j'ai en tête. Bon après, c'est de la série. Au niveau cinéma, si je sais qu'il y en a un que j'ai vu... Enfin, j'en ai plusieurs en fait. J'en ai plusieurs. On peut en citer plusieurs. Ouais, mais il faut que je retrouve. Parce que je regarde beaucoup de films, c'est vrai. Bon, bah, du coup, merci beaucoup, Johanna Vod, Bah, d'avoir je vous en participé prie. à ce nouvel épisode de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co, avec des articles pour approfondir le travail de l'invité. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, Spotify ou YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.